bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette réunion publique donc, qui porte sur les questions de l'eau, que vous connaissez bien à Olivet. Donc, cette réunion, comme vous le savez, est organisée à l'initiative de l'association ICO et de Au Secours 45. Donc, nous allons revenir sur ce fameux arrêt Olivet qui a fait de Olivet sa notoriété en France. Donc, comme vous le savez, c'est grâce à deux associations, Aduleo et Gamo, qui ont fait de nombreux recours devant les tribunaux et qui ont permis d'arriver justement à cet arrêt Olivet en 2009, qui a été publié à la Journal de 2010. Arrêt qui a mis un coup d'arrêt, par définition, à toute délégation de service public qui excède une période de 20 ans, et surtout qui permet il y a un effet de rétroactivité, qui s'applique à des contrats qui ont été conclus avant précisément le 2 février 1995. A juste une réserve, il faut démontrer, pour démontrer la publicité, que l'équilibre économique est respecté dans les termes du contrat. Donc pour faire un petit peu le bilan de cet arrêt Olivet, voir un petit peu comment il a été appliqué, comment il a été dévoyé, surtout aussi comment aussi les opérateurs privés ont essayé de contourner la difficulté pour garder leur précaré. Nous avons plusieurs intervenants. Donc, le premier qui va intervenir, c'est Marc Léné, qui est un consultant, journaliste, qui tient un blog que certainement vous connaissez, qui s'appelle Les eaux glacées. Ça fait froid dans le dos. Il tient depuis 2006. Marc Léné, va nous faire un petit peu le point sur l'environnement à la fois juridique et politique dans lequel s'inscrit cet arrêt Olivet. Ensuite, nous avons Jean-Luc Toudy, qui ne se présente plus. Voilà, Jean-Luc Toudy de France Liberté, qui, grâce à lui, justement, a permis, par sa mobilisation, d'aider dans beaucoup de municipalités ou d'associations, en tout cas, à prendre à bras le corps la question de l'eau et d'aider au retour en régie. Donc Jean-Luc Toudy va nous prendre 3 exemples significatifs qui expliquent bien un petit peu comment justement l'arrêt Olivet s'applique ou ne s'applique pas, si je puis dire. Donc ce sera à Troyes, Dijon et Toulouse. Voilà. Ensuite, nous allons avoir deux exemples plus très difficiles. Donc, bien sûr, Liliane Cuvalda, la présidente d'ICO, va expliquer un petit peu, va reprendre un peu l'historique de tout ce qui s'est passé à Olivet et montrer comment, malgré l'arrêt Olivet, les choses ne sont pas si simples avec la municipalité, avec le maire Hugues Saury. Et ensuite, un exemple un peu plus positif, ce qui faut quand même être un peu positif dans cette période de crise, avec Stéphane Cusby, qui est animateur d'un collectif citoyen sur Fleury-les-Aubrais, qui là va au contraire nous montrer que, en tout cas grâce à la mobilisation citoyenne, a réussi à faire bouger le maire Pierre Gauchet, et les choses ont l'air de se passer plus dans la sérénité. Enfin, pour terminer, nous aurons Jean-François Baratin, le vice-président d'ICO, qui va refaire un peu plus précisément le point sur le protocole de fin de DST entre Veolia et la mairie d'Olivet. Voilà, donc je passe la parole tout de suite à Marc Léné. Je précisais juste une petite chose. Bien évidemment, si vous avez des questions à chacune des interventions, 2 micros sont à votre disposition et n'hésitez pas. Bonsoir, oui. Je ne suis pas un connaisseur spécialiste de l'arrêt commune d'Olivet à Olivet. Je vais essayer un peu de contextualiser et de vous donner quelques éléments d'information qui vous permettraient vite de comprendre que l'arrêt commune d'Olivet n'est pas
seulement une petite affaire d'intérêt local, mais une affaire d'intérêt national et qui exprime presque jusqu'à la caricature l'emprise qu'exercent les grandes entreprises privées qui interviennent dans le domaine de l'eau, de l'assainissement en France et sur le monde entier, parce qu'on sait que les Suez sont les deux premières entreprises leaders mondiales du secteur, et voir un peu, par ailleurs aussi, la difficulté que peuvent rencontrer les collectivités locales, a fortiori les usagers, leurs associations, quand elles sont confrontées à une affaire de ce genre. Alors, tout de suite dire, peut-être rappeler, que finalement l'affaire Arrêt Commune de Livet n'était pas du tout inscrite dans le marbre, que c'est un peu une surprise qui a éclaté comme ça, c'est pas du tout mettre en cause le bien fondé du combat des associations qui a porté cette affaire. Mais en fait, c'est précisément l'arrêt du Conseil d'État qui a été tout à fait inattendu, surprenant. La meilleure preuve en est que le Conseil d'État avait cru bon d'organiser une conférence de presse pour commencer cet avis. Ça serait plus facile. Ok, donc je vous disais que c'était une affaire d'intérêt national. Alors, en quoi ça concernait, disons, d'autres villes, d'autres services, etc. Alors, il faut savoir que ça concernait toutes les délégations de services publics, ce qu'on appelle DSP dans le domaine de l'eau, l'assainissement et les déchets. Alors, sans même inclure les déchets, qui ont moins fait l'objet de polémiques, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, d'après les éléments qu'on peut recoller un petit peu, parce qu'il n'y a pas de fichier central pour avoir des éléments précis, ça concernait près de 350 contrats d'eau d'assainissement en France, sachant qu'en France aujourd'hui, on a 9500 contrats d'eau et d'assainissement, plus ou moins anciens, qui représentent, rapporté au nombre d'usagers, 70% pour les opérateurs privés pour l'eau potable et à peu près 55% pour l'assainissement. Donc cet arrêt pouvait potentiellement concerner près de 350 services et les trois grandes entreprises, évidemment, donc il y a autant de collectivités. Donc dire l'importance de l'affaire. Alors, ce qui me semble-t-il intéressant, c'est de voir qu'est-ce que ça a déclenché, un peu comme effet collatéraux, qu'est-ce que ça a généré pour énormément d'institutions très importantes, comme le Conseil d'État, Bercy, enfin, etc. Et comment, finalement, de mon point de vue, mais ça se discute, en l'espace de 3 ou 4 ans, il y a un véritable coup d'arrêt qui a été porté aux espoirs dont était porteur le fameux arrêt Commune de Livet. Alors, je rappelle brièvement, les connaisseurs ici sur place, que ce dont il s'est agi, c'est une décision un peu surprenante du Conseil d'État qui revenait sur sa jurisprudence antérieure et qui a considéré, pas au nom d'une idéologie de gauche ou gauchiste, pas du tout, pour améliorer la concurrence. Il a considéré qu'un contrat de délégation de service public dans le domaine de l'eau, en l'espèce celui d'Olivet, qui avait été signé il y a très longtemps, qui avait été contracté avant la date symbolique de 1995, qui est la date à laquelle le législateur, ça s'appelle la loi Barnier, a limité à 20 ans la durée des contrats d'eau, considérant que c'était suffisant et qu'après il fallait jouer la concurrence. Et alors le législateur a considéré que quand au moment où la loi Barnier a été adoptée au Parlement, la représentation nationale ne s'est pas interrogée sur le sort qui devait être fait aux contrats signés auparavant de très longue durée, 30 ans, 40 ans, etc., et qui continuaient donc à produire leurs effets. Et à la faveur du recours introduit au tribunal administratif puis en appel, le Conseil d'État, donc saisi, a décidé, en fait, il était intimé de statuer sur ces contrats signés avant 1995, que si l'aventure, leur durée initiale, allait dépasser 20 ans, ce qui était la durée maximale fixée à l'époque, alors là, il y a une formule tout à fait alambiquée. Non pas ces contrats devenaient caducs, ce qui est très clair en droit, c'est-à-dire un contrat qui devient caduc, il n'y a plus aucun acte qui peut être fait au nom de ce contrat. Ce n'est pas la formulation retenue par l'arrêt Commune de Livet. L'arrêt Commune de Livet dit ce contrat cessera de produire ses effets. Alors vous allez voir que ce n'est pas du tout innocent de dire caduc d'un côté cessera de produire ses effets de l'autre, parce que qu'est-ce que c'est un contrat qui cesse de produire ses effets? Alors, on pourra revenir après sur le fond, sur des précisions là-dessus, etc. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est ce que ça a déclenché. Donc on est là en avril 2009. Très très vite se déclenche ce qu'on appelle un débat de jurisprudence. C'est-à-dire qu'il existe des revues de droit qui ne sont lues que par les professionnels du droit, auxquels collaborent des professeurs d'université, etc., etc. Et en l'espace de 2 ans, on voit une dizaine de
respectables professeurs de droit s'affrontaient tout à fait violemment pour essayer de tirer les enseignements de l'arrêt Commune d'Olivet. Alors il se trouve que certains ou certaines plutôt de ces excellences, j'ai d'ailleurs été pris à partie d'une d'entre elles, c'est pour ça que je me souviens parfaitement bien, ce qui me fait beaucoup rire, je ne suis pas professeur de droit, bref, j'ai un blog et donc j'avais un peu parlé de tout ça, etc. Donc bon, là ce qui se passe, c'est une mobilisation de personnalités tout à fait respectables par ailleurs, mais qui finalement prennent un peu parti pour nos amis les délégataires. Quand je dis nos amis, vous avez compris ce que j'en pense. Et je trouve ça quand même assez intéressant de voir les cheminements, les circuits que ça emprunte. Donc vous avez ce qu'on appelle un débat de jurisprudence. Mais c'est extrêmement important parce que ça n'a pas de caractère normatif, ce sont des professeurs de droit qui débattent, comme on débat à l'université, etc., le bien, le mal, patati patata. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'il faut penser de l'arrêt Commune d'Olivet. Mais ça va avoir une importance considérable sur tous les acteurs, surtout étatiques, qui vont avoir à se prononcer après. Parce que c'est une forme d'enrégimentement, c'est ce qu'on appelle le soft power. C'est une forme de stratégie d'influence. On mobilise des professeurs de droit éminents pour poser une doxa, pour poser une doctrine, et c'est à partir de cette doctrine-là que la puissance publique doit avoir ensuite à se positionner. Donc je trouve que c'est pas inintéressant comme démarche. Donc là, voilà, il y a toute une foule de débats jurisprudentiels. Et ensuite, bon, vous avez compris, pour moi, ça participe directement d'une stratégie de lobbying, parce que je connais les liens qui émus certains de ces professeurs avec ces grands groupes, qui sont mobilisés pour faire des avis, voilà, etc. Et ensuite, on va avoir assez classiquement dans le domaine qui nous occupe des organismes, des institutions. Alors, il y a une d'entre elles qui est tout à fait intéressante, qui s'appelle la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. C'est une association de 1901, elle a été créée en 1926. Elle réunit 807 collectivités françaises, dont la majorité sont gérées en délégation de services publics, et une minorité en régie, qui augmente un peu ces dernières années. Et donc cette FNCCR, qui est financée sur le public et par tous les collectivités qui y adhèrent, joue un rôle de veille, d'analyse, d'expertise pour les collectivités qui en sont membres. Donc la FNCCR se saisit de cette affaire, rend une note tout à fait intéressante d'ailleurs, et met en garde tous ses membres contre les périls et un peu la stratégie à venir des délégataires sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Donc on a une note très intéressante de la FNCCR. Ensuite on a la fédération, la FP2E, c'est le syndicat de maison de Veolia, Suez et Sor, qui prend position également. Alors là, on voit un peu ce qui commence à se profiler. En fait, ils expliquent à leur manière quel est le contenu et quelles sont les conséquences de l'arrêt Commune d'Olivet. Et en gros, ils commencent déjà à formuler, là on est là en 2009, FNCCR 2009, FP2E 2009, et ils commencent à dire, écoutez, voilà, c'est très compliqué tout ça juridiquement. En fait, il y a déjà une circulaire de 1995 de la direction du budget qui dit ce qu'il faut faire dans ce cas, parce que même si la loi Barnier avait limité à 20 ans la durée des contrats de délégation de service public, on pouvait depuis 1995 solliciter une dérogation. Et cette dérogation devait faire apparaître que si certains investissements étaient portés par l'entreprise privée, on pouvait déroger à la durée maximale de 20 ans. Et donc on pouvait en mettre un contrat pour 30 ans, etc. Mais il fallait que ça soit établi, que ça soit prouvé. Donc, référence à cette circulaire de 1995, et donc la FP2E commence à dire, bon, finalement, on attend que Bercy donne une instruction, et ensuite, ben voilà, on va prendre contact. Nous vous invitons à prendre contact avec nous. Alors là, je vous rappelle que s'il n'existe pas de fichier public des 350 collectivités concernées, Veolia, Suez et Sor savent parfaitement qui est-ce qui est concerné, parce qu'eux, ils les ont, les fichiers. Et donc, cette espèce de circulaire qui est émise au nom de la FP2E, le syndicat des eaux, est bien évidemment adressée à toutes les collectivités concernées. Alors, ensuite, on a des parutions dans des organes du type la Gazette des communes, des suppléments, la lettre du cas territorial, et qui commencent un peu à acclimater cette idée que c'est quelque chose de très compliqué, mais finalement ça va s'arranger, tout va être remis en place par Bercy, on va avoir des instructions, on se rencontre, on conclut un avenant, et tout ira bien, donc tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors effectivement, on a ensuite, le 7 décembre 2010, alors ça c'est particulièrement scandaleux, une instruction de la Direction Générale des Finances Publiques qui finalement reprend l'argumentaire de la FP2E des délégataires. Et cette instruction de la DGFP, ça a quand même force de loi, c'est extrêmement important. Elle va être adressée à tous les préfets, à tous les directeurs départementaux et régionaux des finances publiques, et elle leur intime d'avoir une démarche proactive, c'est-à-dire de se rapprocher de toutes les collectivités concernées, de les inviter à prendre langue avec leurs délégataires, et ensuite, finalement, de valider
l'accord qui pourra être conclu entre le délégataire et la collectivité. Alors c'est là qu'on rentre dans des complications réelles, puisqu'en fait, il faut déjà distinguer sur la portée de l'arrêt commune d'Olivet ce qui concerne les contrats de délégation qu'on appelle affermage simple ou affermage concessif. Dans l'historique de la gestion de l'eau, on a eu une première période du XIXe siècle, concession, c'était l'opérateur privé qui portait les investissements, qui se faisait le banquier de la collectivité. Ça a duré jusqu'à 1945. Ensuite, c'est l'affermage qui s'est installé massivement, et aujourd'hui, la quasi-totalité des contrats sont dans le contrat d'affermage. C'est toujours la collectivité qui finance avec l'argent des usagers. Contrairement à ce que prétendent toujours les délégataires, il est rarissime que ce soit le capital des entreprises privées qui servent à financer des investissements. Ça se produit quasiment jamais. Ce sont des montages financiers très complexes, on pourra en parler, mais en fait, en gros, c'est toujours la collectivité qui paye et toujours l'usager qui paye. Alors, ce qui est au fond de l'arrêt commune d'Olivet, c'est le fait de savoir si un contrat qui a été signé entre un acteur public, une collectivité locale, et une entreprise donc, qui va gérer une délégation de services publics. Si ce contrat il a été signé, il a des clauses, il y a des engagements contractuels, c'est quand même assez encadré, et au moment de la signature, on l'accompagne de ce qu'on appelle un CPE, un compte prévisionnel d'exploitation qui va lisser sur 12 ans, 15 ans, 20 ans, l'équilibre économique du contrat. Donc, ce contrat est assis sur des rentrées, c'est l'argent payé par les usagers, et les investissements qui vont être consentis à due proportion selon les dispositions contractuelles spécifiques par la collectivité ou par le délégataire. Et là, il faut regarder très près dans le contrat ce que ça veut dire, provision pour renouvellement, la première installation, etc. C'est ce contrat qui va déterminer très précisément qui paie quoi, qui investit quoi. Encore une fois, c'est quasiment toujours la collectivité. Dans ce contexte-là, si on met un terme avant la date d'expiration de ce contrat, c'est tout l'équilibre économique de ce contrat qui va être modifié. Et le fond des débats sur l'arrêt commune d'Olivet, c'est le fait de savoir s'il y a une interruption avant la date initiale, est-ce que les investissements portés par l'entreprise privée ont été totalement amortis ou non? Alors là, la notion d'amortissement, il faudrait passer des heures, je m'excuse, j'ai déjà presque terminé. La notion d'amortissement, c'est quelque chose de très complexe. L'entreprise privée procède à un certain type d'amortissement. C'est pas la même chose dans la comptabilité privée que dans la comptabilité publique. Et en fait, le débat tourne autour de ça. Je ne vais pas rentrer plus loin dans le détail, je m'excuse, mais à partir de là, le débat, c'est de savoir, est-ce que la collectivité, Olivet ou d'autres, va être en capacité d'identifier la réalité des investissements qui ont été réalisés par l'entreprise privée. Je précise, les investissements réalisés par l'entreprise privée, ce n'est pas avec son cash, ce n'est pas le cash de Veolia de Suez. Ce sont des investissements, c'est-à-dire le renouvellement des réseaux, la construction de l'usine, un raccordement, l'extraction, etc., que l'entreprise privée va réaliser dans le cadre du contrat, parce que c'est prévu par des clauses contractuelles, et qui va être financé, à peu près en quasi-totalité, par l'usager, par des aides de l'agence de l'eau, etc. Or, il y a un document extrêmement important qui figure au dossier de l'arrêt commune d'Olivet et qui mériterait de connaître une très très large diffusion. C'est la réponse qui a été faite par le directeur régional des finances publiques au maire d'Olivet, qui le sollicitait afin de lui demander si, du point de vue de la direction des finances publiques et de la connaissance qu'il avait de la vie du contrat extrêmement complexe d'Olivet depuis 1933, la direction régionale des finances publiques considérait qu'il était possible d'identifier la nature de cet investissement. Alors là, je vous assure, ça devrait pour moi être enseigné dans les écoles. C'est à peu près comme la Marseillaise. Vous avez un rapport d'une dizaine de pages dans lequel ce fonctionnaire absolument remarquable, et je le salue ici, ne serait-ce que pour ça, a détaillé par le menu, point par point, toutes les dispositions qui rendent littéralement impossible à une collectivité locale de retracer l'équilibre économique du contrat et donc d'identifier si ces investissements ont été amortis ou non. Donc c'est un document absolument remarquable et qui s'est donc conclu, comme vous le savez, par la prise de position du directeur régional qui a dit, en vue de tous ces éléments, le contrat devient caduc. Donc c'est pour ça que vous êtes dans la situation dans laquelle aujourd'hui. Je termine 3 minutes. La question que ça pose, quand on voit comment tout ça s'est déroulé, etc., et que fort de ce qui s'est passé avec l'arrêt commune d'Olivet, mais Jean-Luc en parlera tout à l'heure, les délégataires, les entreprises ont déployé depuis lors dans toute la France, dans toutes les collectivités concernées, un véritable activisme pour prendre la tâche des collectivités, leur dire écoutez, voilà, et en fait, alors, contrairement
si on prend le temps de tout lire, de tout identifier, etc., on se rend compte qu'il faudrait par hypothèse que les collectivités concernées mandatent un bureau d'études qui aurait les capacités de rétablir toute la vie du contrat sur 40 ou 50 ans dans le cas de figure, mais même moins. Bon, c'est mon travail, je le fais en partie, je vous assure que c'est pas facile, et quand vous avez un contrat qui a été avenanté 20 fois, de l'aveu même du directeur général des finances publiques, c'est à peu près impossible, mais on sait quand même à peu près comment aller chercher. Et donc, on s'apercevrait très vite, et là, l'affaire d'Olivier est absolument exemplaire, que compte tenu de la durée du contrat, mais il est évident que les amortissements prétendument portés par Veolia non seulement ont été amortis, mais ont été amortis 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et la meilleure preuve en est, c'est qu'à l'expiration du contrat actuel, Veolia vous devrait 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Bon, j'anticipe sur la fin du contrat. Donc, ce dont ça témoigne, c'est un problème très très grave qui dépasse donc largement la récolte du Yvelines, j'en termine là-dessus. C'est celui de la disparition programmée depuis 20 à 30 ans de l'ingénierie publique. Il existait historiquement, héritage napoléonien, dans tous les départements, vous connaissez la DDA et la DDE. Bon, la DDA et la DDE, c'était des fonctionnaires dont la mission, nos impôts étaient levés en partie pour ça, était de déployer leur savoir-faire, de venir en aide aux collectivités locales et de les appuyer quand elles avaient besoin d'une expertise aussi pointue que celle que légitiment les affaires de ce genre. Or, par étapes successives, l'ingénierie publique d'État a été liquidée. L'ingénierie publique territoriale a été liquidée. Le 17 juin 2017, M. François Fillon, inaugurant la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, donne l'ordre à tous les préfets d'interpeller les directeurs des DAF et des DDE et leur demande de procéder à un audit sur leur territoire des missions encore accomplies dans la sphère publique pour faciliter leur transmission au privé. Donc on a organisé délibérément la liquidation de l'ingénierie publique. Et aujourd'hui, les collectivités locales se trouvent totalement dépourvues lorsque la bise fut venue et lorsque Veolia pointe son nez pour vous dire bah, écoutez, voilà, circulez dans la voie. Donc je souhaitais vraiment attirer votre attention là-dessus. C'est une question majeure qui va donc bien au-delà de votre affaire locale. Et la meilleure preuve en est, je termine sur une petite anecdote. Voilà, 1 minute. Je suis très attaché, vous l'avez compris, à cette idée d'ingénierie publique. Donc j'ai pas mal d'activités, dont certaines militantes, etc. Je ne suis pas membre du Parti Socialiste, mais j'ai participé avec, dans des conditions assez rocambolesques, avec Jean-Luc, à un rapport fait par le Parti Socialiste avant les élections présidentielles, je précise ça. Donc aucune préconisation n'a été reprise par l'équipe en place, bien évidemment. Sur cette base, j'ai un peu continué, j'ai aussi participé à une élaboration, un plan qui a été publié cet été par un parlementaire en mission. Et donc là, comme c'est un peu mon dada, c'est l'histoire de l'ingénierie publique, il se trouve qu'à la fin de l'hiver dernier, j'interviens à la colonne du CNRS à Grenoble, dans lequel je présente une intervention sur le thème de l'ingénierie publique. Donc 40 pages, machin, je raconte tous les grands méchants partout, etc. Ok, c'est accepté par le CNRS. Bon. J'ai appris au début du mois dernier que j'avais malencontreusement disparu de la liste des contributeurs qui devaient paraître dans les actes de ce colloque. Bon, ce petit incident a été rattrapé depuis, mais le plus intéressant, c'est donc cette contribution que vous trouverez évidemment sur mon blog, sur le site du Monde Diplomatique, parce que je l'avais publié en informant les gens de Grenoble, je l'ai publié donc sur le site du Monde Diplomatique. Bon, ça intéresse pas de gens, je m'en dis et tout, machin, mais peu importe. Le même article se retrouve cet été dans le rapport du parlementaire en mission désigné par Jean-Marc Ayrault, qui s'appelle Michel Lesage. Il présente son rapport, etc. Donc c'est ce fameux texte que tout le monde connaît, on sait que c'est moi, sauf que là c'est pas moi qui l'ai signé, c'est le député. Alors là, ça n'a pas loupé. Syntec Ingénierie, la grande organisation patronale des bureaux d'études, a immédiatement écrit à Jean-Marc Ayrault en criant au meurtre, qu'on allait les égorger, qu'on allait faire perdre les... Donc vous dire l'importance de cette affaire, c'est pas négligeable du tout. Et au-delà du cas, là j'arrête vraiment, au-delà du cas particulier de l'arrêt commune d'Olivet, il y a une urgence absolue à tout faire pour reconstituer une ingénierie publique territoriale, c'est-à-dire de payer des fonctionnaires qui ont les compétences pour le faire, dont c'est la capacité, qui viendront en aide aux collectivités locales qui se trouvent aujourd'hui en situation de se faire égorger tous les 4 matins par Veolia, Suez, Vinci et toute la clique sans rien pouvoir faire. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions peut-être posées ?
mairie d'Olivet par certains aspects. C'est-à-dire que ICO a eu accès à beaucoup de documents concernant la délégation de services publics, et notamment sur des documents financiers remontant en 1934 ou 1935. Et donc, Olivier, l'ICO a plusieurs expertises. Bon, Patrick Dufault-Lamotte de son côté, mais aussi en interne, l'ICO, avec des gens compétents en comptabilité, ont fait une expertise de l'équilibre économique et sont arrivés pratiquement au même chiffre. À partir de là, l'ICO a eu confiance dans ce qu'il disait, et en particulier, ça, on a trouvé des choses étonnantes. Par exemple, dans les revendications Veolia, il y avait des investissements faits en 1937 et dont on disait que, puisque l'emprunt allait jusqu'en 2032, fin du contrat, pour financer les 10 000 euros de 1937, en 2011, on devait encore 5 000 euros à Veolia pour un investissement de 1937. On a eu tous ces chiffres-là. Donc, je pense qu'il y a eu quand même, il est possible quand même, de faire une étude qui est tout à fait acceptable par la population, mais aussi, je pense qu'une des conséquences, c'est que lorsque notre maire a fait une demande, parce que dans l'arrêt dont vous parlez du Conseil d'État, il y a quelque chose qui me paraît très important. C'est qu'il est, et notamment dans la circulaire, dans l'instruction, c'est que le cas où une collectivité saisit le DRFIP d'un dossier, c'est dans le cas où il envisage une prolongation, il doit soumettre un dossier. C'est ce qui a été fait à Olivier. Et en même temps, il y a eu le dossier d'ICO. Et d'une façon très intéressante, alors qu'il y avait 2 mois pour la réponse d'après l'instruction, il a fallu attendre presque, combien il y a 6 mois, 5 mois. Il a fallu attendre 5 mois pour avoir enfin le retour, qui était ce que vous dites. Et donc je pense qu'il y a quand même, comment dire, les gens qui un peu partout en France se battent sur le problème de l'eau, ils ne sont pas complètement perdus dans les problèmes juridiques, quoi, je veux dire, ou comptables. Il y a quand même le moyen de faire des choses, quoi. Je sais bien qu'il ne faut pas désespérer Billancourt, et pas Olivet non plus, mais je vous assure que quand on voit ce qui est mobilisé en face, bon, vous avez eu à Olivet un groupement de bureaux d'études qui est intervenu pour la mairie. Bon, ce groupement de bureaux d'études est une forme de filiale clandestine à ciel ouvert de Veolia, qui est intervenu par exemple dans l'affaire du CEDIF dans la région parisienne, a bénéficié de ce qu'on appelle un accord cadre de 3 millions d'euros. Ce sont les mêmes qu'on retrouve à Lyon, 2 ans plus tard, chez M. Collomb, pour Veolia, 800 000 euros. Ce sont les mêmes qu'on retrouve à Marseille, 800 000 euros. Ils ont donc, alors eux, pour le coup, en termes d'amortissement, je vous assure qu'ils ont amorti 20 fois leur note initiale. Donc, comment voulez-vous pouvoir faire confiance à des intervenants de ce type? Et comprenez bien ma défense de la générie publique, quand on se rend compte que tout ce secteur, mais sans exception, est totalement sous l'emprise des grands groupes. Et juste pour répondre, j'entends bien ce que vous dites. Vous n'avez pas, sans doute heureusement, cette affaire n'a pas été plus loin, portée, contentieux, etc. Si l'aventure, un contentieux survient, j'en ai quelques-uns en cours, je me retrouve en face avec les avocats de Veolia, des gens qui sont payés 10 000 euros par jour pour combattre des collectivités, des associations d'usagers. C'est pas vrai ça. Moi, si vous voulez, je suis contre le fait, au vu de notre expérience, de dire les usagers tout seuls et quelques oiseaux comme ça vont s'en sortir. Ce n'est pas vrai, monsieur. Et c'est pas du tout une critique contre les associations d'usagers, c'est quand on regarde le degré d'expertise, de savoir-faire que ça demande, ça ne peut pas se bricoler au coin d'un bois, on perd toujours comme ça. Et, à ma connaissance, la centaine de collectivités qui ont été contactées par les délégataires aujourd'hui, il n'y en a pas une seule qui a pu bénéficier de son été porteur d'arrêt que vous disiez. Vous voyez ? Jean-Victor Dutouli. Très rapidement, je me disais, puisque c'est à l'étude, ça doit venir en France, la notion d'action collective, est-ce que
que les collectivités, quand même, qui ont des associations, associations des régions de France, associations des maires de France, etc., ne peuvent pas aller vers quelque... Étant entendu qu'il n'y a pas non plus 50 entreprises, vous avez cité, Delia, Suez, SOR. Donc, est-ce qu'on ne peut pas y avoir à un moment donné, ça sera possible juridiquement, une action collective qui, là, pour le coup, inverserait notablement le rapport de force, même si après, toutes les avances ne sont pas les mêmes, on est d'accord, enfin... En termes de rapport de force politique, j'abonde dans votre sens. En termes de vrai business, un contrat de délégation de service public est régi par le juge du contrat, c'est-à-dire le juge administratif, et éventuellement les contentieux fiscaux, etc. Le problème, si vous voulez, on touche là une matière qui est alimentée par les jurisprudences à l'infini du Conseil d'État depuis 1926, etc. Juste une image. Ce qui a fait la force de ces entreprises, on est en France, marqué encore aujourd'hui par l'empreinte napoléonienne, le canton, la cheval d'intelligence et compagnie, on a tous grandi là-dedans. Ce qui a été le coup de force extraordinaire de ces entreprises, elles ont acclimaté en France la notion anglo-saxonne de la common law. Dans les pays anglo-saxons, l'Angleterre et les États-Unis, on n'a pas un corpus législatif comme en France, en Europe, tel qu'on le connaît nous. Il est réduit à minima. Et tout se règle par le contrat. Et là, ce qui fait foi, c'est le contrat. Et quand vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans de contrat, ce que dit très bien le directeur régional des finances publiques, c'est quasiment mais impossible. Il faut mobiliser une énergie. C'est-à-dire que pour faire une analyse financière tip-top, d'avoir une chance de terrasser Veolia dans notre contrat commune d'Olivet, il faut payer pendant 6 mois des experts de haut niveau qui vont vous coûter 50, 100 000 euros, etc. C'est de cette nature-là le problème, vous voyez. Et je vous assure que je ne les aime pas. Voilà. Je vais me permettre d'être un peu en contradiction, pas sur ce que tu as dit, mais l'arrêt d'Olivet, il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qui a fait trembler ces entreprises. Et évidemment, ces entreprises qui ont beaucoup de moyens ont demandé à battre les avocats d'essayer de trouver des palliatifs. C'est évident. Sauf que, qu'est-ce qu'on constate? Moi qui, de nouveau, retravaille dans cette bonne entreprise,